alors on ne doit pas le faire ailleurs. Non, là c'est un autre problème. On ne l'a pas fait en Israël. Il faut constituer un rapport de force, il faut réclamer pour qu'on le fasse contre l'État israélien. Mais il ne faut pas, parce qu'on ne l'a pas fait en Israël, laisser des populations, par exemple, être massacrées, et donc dire, ah non, non, là, puisqu'on ne l'a pas fait là-bas, on laisse les populations être massacrées. Le problème, c'est d'arriver à constituer un rapport de force, à obliger les membres du Conseil de sécurité à décider qu'il faut le faire partout où les populations sont opprimées, ou bien partout où il y a une agression d'un État contre un. Le Conseil de sécurité a refusé d'intervenir aussi contre l'Irak de Saddam Hussein. Il a accepté de faire intervenir contre l'occupation du Koweït par l'Irak. Mais il n'a pas accepté d'intervenir pour écarter le système politique de Saddam Hussein. Parce que écarter Saddam Hussein. Autrement dit, on a là, dans la même région, dans la même zone, une action qui est licite, comme on dit en droit international, c'est-à-dire conforme au droit international. Lorsqu'il s'agit de mettre fin à l'occupation par l'Irak du Koweït, le Conseil de sécurité est intervenu conformément à la charte et ils ont écarté l'Irak de Saddam Hussein en Koweït. Mais lorsqu'il s'est agi de mettre fin au système politique de Saddam Hussein, le Conseil de sécurité a refusé, par suite notamment du refus de la Chine, de la Russie et particulièrement de la France, puisque c'est la France qui a le plus travaillé au souvenir du fameux discours du ministre des Affaires étrangères français de Villepin, où il estimait qu'il n'est pas question que la France permette ça, et donc les autres ont suivi un peu, c'est eux qui l'ont primé, et il n'y a pas eu d'intervention conforme au droit international. C'est donc important. Autrement dit, le refus du Conseil de sécurité d'autoriser l'intervention en Irak à l'époque a fait que cette intervention est contraire au droit international. C'est une violation du droit international. L'autre possibilité de recourir à la force, il n'y a que ces deux voies pour recourir à la force. Soit donc, on vient de voir des exemples, cette voie du Conseil de sécurité, mais on a vu aussi des exemples du Conseil de sécurité qui ne fait rien, par suite de la politique de poids, de mesure, soit donc cette voie, c'est celle qui a été utilisée pour les deux résolutions à propos de la Libye récemment, soit la légitime défense. Et la légitime défense, c'est lorsqu'un État agresse un autre, l'État agressé a le droit de riposter. C'est évidemment une évidence. Un État qui est agressé, sous réserve de ne pas instrumentaliser, de ne pas inventer une agression qui n'existe pas. C'est pourquoi elle est d'application difficile, la légitime défense. Donc on a accès. Mais qu'est-ce que ça signifie lorsque j'indique cela? Cela veut dire aussi que même s'il y a une violation massive des droits de l'homme, et ce n'est pas de gaieté du cœur que je le dis, parce que ça fait des dizaines d'années que je milite pour une protection des populations en matière de droits de l'homme. Même s'il y a une violation massive des droits de l'homme, il faut le dire clairement, même s'il y a une violation massive des droits de l'homme, aucun État, pris individuellement, sur la base des rassemblements qu'il organise comme il veut, aucun État n'a le droit d'intervenir par la force sur le territoire d'un autre État pour faire respecter les droits de l'homme. Il faut donc que, soit légitime défense, un État frontalier, par suite de violations massives des droits de l'homme, est conduit à se défendre, parce que, vous savez, les populations, si elles sont massivement violées dans leurs droits, cela peut provoquer des troubles dans l'État voisin. Il peut y avoir des mouvements de population tels que ça peut arriver à des trucs armés, etc. Et donc, il peut être amené à se défendre. Et c'est extrêmement rare, parce que ces choses-là se règlent notamment par la négociation. Donc, on assiste peu à des
recours à la force, il y a eu des problèmes en Afrique, par exemple, à ce sujet, à suite de guerre civile, de répression massive, il y a eu dans les Grands Lacs des problèmes. Mais c'est tout de même relativement rare, compte tenu du nombre d'États qui existent dans le monde. Si le Conseil de sécurité ne décide pas, conformément à la charte, conformément au chapitre 7, un recours à la force, comme il l'a fait par exemple dans le Cameroun, aucun État n'est autorisé à intervenir militairement. On a donc une autre forme d'intervention. J'ai dit tout à l'heure, quand il s'agit d'intervention qui est de l'ordre du discours, qui est de l'ordre de mon droit en tant qu'État de ne pas coopérer avec tel État qui viole les droits de l'homme. Je ne suis pas obligé de coopérer. Un État détermine librement avec qui il coopère. Si vous avez un État qui viole les droits de l'homme, moi j'estime que mon opinion publique, mon peuple, ne m'autorise pas à coopérer avec des gens qui violent les droits de l'homme. Parce que je risque de ne pas être élu, puisque j'ai un système démocratique. Si je poursuis avec un État qui est dictatorial, fait un peu ce qu'il veut, croit qu'au nom de la souveraineté, il peut faire ça, je ramasse mes billets, je le coopère. C'est mon droit en tant qu'État. De la même manière que notre État a le droit de coopérer avec qui il veut. Donc là, il n'y a pas d'intervention. Mais si c'est pour la manipulation, l'instrumentalisation des droits de l'homme, et au nom des droits de l'homme, je vais faire de l'ordre dans un autre État, indépendamment du Conseil de sécurité. C'est en violation du droit international. Donc les choses sont claires, même si elles ne sont pas posées aussi clairement par suite de l'intérêt des États, chacun posant les problèmes d'une manière qui lui paraît conforme à ses intérêts. Voilà donc pour ces questions de position des problèmes en matière de souveraineté des États et en matière de respect des droits de l'homme. Il y a un autre point qu'on peut invoquer, on peut l'invoquer plus rapidement parce que le temps passe, mais c'est quand même intéressant de voir comment certains arguments un peu plus particuliers sont invoqués. D'autres problèmes sur lesquels on peut dire quelque chose. Je veux parler du fait que, là ça concerne surtout les systèmes politiques autoritaires dans les pays en développement. Les pays en développement ayant des systèmes politiques autoritaires invoquent souvent soit le sous-développement, pour dire qu'ils ne peuvent pas respecter le droit de l'homme, que les exigences de la situation de sous-développement les emmènent à méconnaître l'universalité des droits de l'homme, ou bien parfois on invoque la spécificité culturelle dans ce même type d'État, la spécificité culturelle pour dire que du coup, compte tenu de la spécificité culturelle, on ne peut pas respecter ou on doit appliquer autrement les droits de l'homme. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Je défends l'idée que la situation de sous-développement n'autorise pas la violation des droits de l'homme dans l'universalité, on dit des droits de l'homme quels qu'ils soient, y compris à l'encontre des arguments qu'invoquent les pays en développement autoritaire, y compris lorsqu'on est un pays pauvre, lorsqu'il y a de l'analphabétisme, lorsqu'on n'a pas de ressources financières. Parce que ce sont là les points qu'invoquent les pays en développement. Le sous-développement ne nous donne pas des ressources pour assurer les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux. Pour les droits civils et politiques, en principe, ça n'a rien à voir, je dirais. Parce que vous n'avez pas de ressources financières, ce n'est pas une raison pour ne pas laisser les gens s'exprimer. Ça ne vous coûte rien. Si je m'exprime aujourd'hui, l'État ne paye rien. Au contraire, j'emmène une association à louer un local, à faire des annonces dans la presse, et parfois ça lui coûte. Donc ça finance des activités
pas au dos de l'État, il peut même bénéficier. Donc, c'est un argument spécieux, comme on dit, il n'est pas bien indiqué. Les droits civils et politiques sont des droits qui, compte tenu des bénéfices que cela permet à la population, du niveau de formation que cela améliore, peuvent même être facilités par l'État, parce qu'il est bon, il est utile pour la société. Et l'État poursuit l'intérêt de la société normalement. Parce qu'on a vu que même l'exercice de la sécurité, c'est pour la protection des populations. Eh bien, l'État devrait même financer les facilités qui permettent aux gens de bénéficier des droits civils et politiques. Droit d'association, droit de réunion, droit d'expression, droit de voyager, droit civil, droit au nom, droit à la protection de la famille, droit à la protection de sa propriété, etc. Tous ces droits-là. Ça ne coûterait pas grand-chose à l'État. Et donc invoquer le sous-développement pour bloquer, stopper, mettre des obstacles à l'exercice de ces droits est une manipulation de l'idée de souveraineté, l'idée du rôle de l'État pour l'exercice de ces droits. Qu'en est-il alors du sous-développement et des droits économiques et sociaux? Là, il ne faut pas, j'allais dire, manipuler ou pervertir les termes du débat. Que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit économique et le pacte sur les droits économiques et sociaux en ce qui concerne le droit au travail, le droit à la santé, le droit de se syndiquer, le droit d'aller à l'école? Ni la Déclaration universelle des droits, ni le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels ratifié par ces États, notamment par l'Algérie, ne dit que tous les pays doivent satisfaire, comme les États-Unis ou comme la Suède, le droit au travail, le droit à un domicile, le droit à l'école. Les textes internationaux qui prônent l'universalité des droits de l'homme indiquent les principes. Il faut engager des politiques, faire le maximum pour engager des politiques sur la base des ressources disponibles du pays pour assurer le droit à la santé, le droit à l'école, le droit de se syndiquer. Comme le droit de se syndiquer ne coûte pas cher, parce que ça fait partie aussi des droits politiques qui sont au mieux avec un coût faible dans les ordres étatiques. Or, à quoi on assiste dans ce domaine? Donc, le droit, l'universalité des droits de l'homme, à travers les pactes et les déclarations que je viens de signer, n'oblige pas à un niveau précis de satisfaction de ces droits. Il oblige à une ouverture de bonne foi. C'est-à-dire, voilà, j'ai ouvert dans le texte, vous avez droit à la santé. Puis dans la pratique, on manipule cela pour l'offrir, ce droit à la santé, à une élite restreinte. Pour les autres, impossible d'arriver à satisfaire ce droit. Il ne dit pas que l'acte médical est gratuit. Le système politique et social doit être défini par l'État. Mais l'État doit le définir de bonne foi, en liaison avec l'idée qu'il doit protéger les populations, qu'il a accepté dans une convention internationale d'aller dans le sens de la satisfaction des droits économiques et sociaux. Il faut donc déjà commencer par les consulter. Consulter les travailleurs, consulter les habitants, en ce qui concerne la satisfaction de leurs droits. Autrement dit, les droits économiques et sociaux, c'est pour ça qu'on dit l'interdépendance des droits. Les droits économiques et sociaux sont liés aux droits civils, au respect des droits civils et politiques. Il y a un lien entre les deux. Et il y a cette histoire d'application de bonne foi des traités internationaux
nationaux avec lesquels on a souscrit à ces obligations. Aucun de ces textes réalisant l'universalité des droits de l'homme n'oblige l'État à satisfaire le même niveau de satisfaction, à donner le même niveau de satisfaction que les États-Unis, qui ont un produit intérieur brut de tant de qui dépasse, qui avoisine les 20 000 $, et un État qui n'a que 2 000 $. Il est évident qu'on n'aura pas le même confort dans l'école, le même confort dans les logements et la même modernisation des hôpitaux. Ce n'est pas de cela donc qu'il s'agit. Comment on applique les droits économiques et sociaux dans les pays en développement, manquant ou invoquant leur sous-développement et leur manque de ressources? On a des élites restreintes qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'étranger pour satisfaire le droit à l'école, qui ont la possibilité de se soigner à l'étranger pour satisfaire le droit à la santé, et parfois sur le dos de l'État, alors que sur le plan local, ces moyens sont. On a donc une utilisation discriminatoire des ressources nationales dans ces domaines, dans le domaine des droits économiques et sociaux. Ce que demandent les populations, c'est non pas de s'aligner sur le niveau de satisfaction aux États-Unis, encore qu'il soit légitime de dire on voudrait bien aller dans ce sens-là, mais personne, parmi les forces politiques, syndicales, associatives, conscientes de la situation, ne réclame le même niveau de satisfaction. Il réclame une réduction, un processus de réduction de la discrimination, un processus de réduction de l'utilisation privative des ressources nationales. Le problème donc se pose tout à fait différemment. Et pour terminer sur ce point, dire que les peuples ne sont pas mûrs pour exercer, pour choisir leurs représentants. Chaque fois qu'un peuple a été mis dans les conditions où il peut choisir, il indique clairement qu'il élimine ceux qui l'ont opprimé. Parfois, il peut y avoir des erreurs, mais des erreurs de la part des élites qui gouvernent sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus préjudiciables à l'économie et aux institutions du pays que les erreurs dont font parfois preuve telle ou telle partie de la population. Il n'y a personne qui peut dire que lui ne se trompe jamais. Croire que parce que c'est une élite, elle ne se trompe pas, et donc peut détenir pour toujours le droit de choisir les politiques, est une manière dont on a vu à travers l'histoire, pas seulement un exemple, pas seulement un pays, mais de nombreux exemples dans de nombreux pays, que ce sont des systèmes préjudiciables aux populations de ces pays dont on parle. Et donc, il est urgent de revoir la position des problèmes dans ce domaine, d'instrumentaliser moins la souveraineté, d'instrumentaliser moins les droits de l'homme pour des intérêts prétendus nationaux, mais en réalité pour des intérêts de groupes restreints dans les pays, que ce soit dans les pays développés, où on a vu qu'il y a aussi des instrumentalisations qui sont opérées, que ce soit dans les pays développés. Un dernier mot, enfin, plus rapidement, en ce qui concerne la spécificité culturelle, c'est la même ligne pour lire les droits relatifs à la culture. Il y a un droit à la culture, droit à sa langue, le droit à ses coutumes, le droit à la protection de ses traditions historiques dans ce qu'elles ont comme élément constitutif du génie propre de chaque peuple. Les droits culturels, leur protection, sont étroitement liés au génie propre de chaque peuple, qui est fait que chaque peuple
a acquis le droit de s'autodéterminer. On ne comprend ce droit de chaque peuple à l'autodétermination, à disposer de lui-même, et donc à avoir un exercice de la souveraineté lié au droit des peuples qu'en protégeant sa culture. L'élément, l'aspect culturel du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est toujours présent dans le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. S'il a acquis le droit de disposer de lui-même, c'est parce qu'il a son génie propre. Aucun peuple n'est exactement identique à l'autre. C'est ça qui justifie que chaque peuple a le droit de disposer de lui-même. On a donc là une dimension culturelle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On retrouve la même ligne, la même lecture peut être faite en ce qui concerne les droits économiques et sociaux. Pourquoi? Parce que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, chaque population a le droit à sa culture, en ce sens qu'elle a le droit à sa religion, à sa langue, à la protection de ses coutumes. Mais, autrement dit, l'universalité des droits de l'homme nous parle des spécificités culturelles, de telle sorte que, puisque chaque peuple a droit à sa culture, et dans chaque peuple il y a plusieurs cultures, chacun a droit à sa spécificité culturelle. Lorsque les États autoritaires, on constate que c'est toujours cela, dans ce domaine surtout, lorsque les États autoritaires, au nom de la spécificité culturelle, déterminent quelles sont les langues qui doivent être pratiquées, quels sont leurs statuts, sont consultées les populations intéressées, sans permettre aux minorités de pratiquer leur langue, leur culture. Cette pratique de la minorité culturelle, la protection, ne se faisant pas contre la majorité, mais se faisant pour cette minorité. Il instrumentalise la souveraineté et la spécificité culturelle pour en réalité dénier le droit à une partie de la population, qui peut être importante ou moins importante. Il instrumentalise la spécificité culturelle, par exemple l'islam ou la chrétienté ou la spécificité africaine ou la spécificité asiatique, ça a souvent été invoqué, pour dénier à une partie de la population le droit à sa culture que lui donne l'universalité des droits de l'homme. Autrement dit, c'est l'universalité des droits de l'homme qui autorise le respect des spécificités culturelles et non pas une conception étriquée de la souveraineté manipulant la spécificité culturelle. On a donc à peu près la même ligne de lecture que pour les droits économiques et sociaux. Ce n'est pas l'universalité qui oblige à tel niveau de satisfaction, c'est l'universalité qui ouvre la voie à toute forme, toute possibilité locale de satisfaction de ces différents droits économiques et sociaux. Et c'est l'universalité qui protège les spécificités, puisqu'elle permet cette ouverture, puisqu'elle ne dit pas un égal bois, c'est comme ça pour tout le monde. C'est pas vrai, c'est exactement l'inverse. C'est le respect de toutes les cultures et dans le sens du respect de la population, autrement dit d'une manière, encore une fois, qui est conforme à la conception première de la souveraineté des États. Voilà donc des éléments qui, à mon avis, permettent de lire, de débattre de ces questions importantes qui interpellent chacun aujourd'hui encore. Je vous remercie. Merci Majid. Donc le débat est ouvert. Alors j'ai beaucoup répondu à vos questions tout à l'heure, mais si vous avez encore des questions, je
peux vous donner mon avis. Donc bonjour, Khalid Jabla, je suis d'Amnesty Algérie et je me permets de vous remercier pour votre venue, vous remercier pour la conférence. Donc ma question est double. La première partie est par rapport à l'universalité des droits de l'homme et l'autre est par rapport à la souveraineté. Donc la première question c'est que pensez-vous, vous n'avez pas parlé du principe d'ingérence humanitaire qui a été apporté par Bernard Kouchner du temps où il était un médecin sans frontières, qui est le principe de l'intervention extérieure par la force quand il y a torture ou génocide dans un pays. C'est-à-dire en gros aller au-delà de la souveraineté du pays quand la communauté internationale voit qu'il y a des exactions énormes. La deuxième partie est celle qui est plus relative au droit. Donc c'est celle des traités internationaux, comme l'Algérie, qui a signé des traités en 88 et 89, qui ne sont pas appliqués dans le droit domestique. Ils existent, on les ratifie, mais nous ne les respectons pas dans le droit domestique ou le droit national. Et par cela, la victime d'exactions dans un sol, à l'intérieur d'une souveraineté, ne trouve pas d'option dans le droit intérieur pour faire valoir les traités internationaux qui ne sont pas retranscrits dans le droit intérieur. Donc la question serait, est-ce que vous pouvez me parler du principe de compétence universelle des tribunaux? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. On n'en a pas parlé pendant la conférence. Donc, il y a le principe qu'un citoyen d'un pays X puisse aller déposer plainte dans un pays Y à partir du moment où le pays Y a admis le principe de compétence universelle de ses tribunaux. Et là, on peut remonter jusqu'au pénal international. Donc, voilà les deux questions que je voulais vous poser. Oui. Alors, l'ingérence humanitaire, je l'ai évoqué pour dire qu'il n'y a pas. Je n'ai pas été dans le détail parce que je voulais donner les différentes clés qui, d'après moi, permettent de comprendre l'ensemble, étant donné qu'après, chaque fois, on peut aller plus loin dans le détail. Vous savez que tous ces thèmes-là, en droit international, font l'objet de livres, beaucoup de débats, parfois de contestations, d'invocations de la jurisprudence internationale, parce qu'il y a une Cour internationale de justice qui parle un peu aussi de ces choses-là. Mais là, je ne voulais pas évoquer ces débats qui ont aussi une allure un peu technique. Là, on ne le fait que dans le milieu un peu étudiant. On doit essayer de dominer ces concepts. Là, je l'ai fait d'une manière beaucoup plus politique, plus large, parce qu'il y a plusieurs journalistes et parce qu'ils ont à transcrire cela pour l'opinion publique, des gens qui ne sont pas juristes. Voilà pourquoi. Mais pour l'ingérence, j'ai un peu dit. Maintenant, revenons à ce problème-là. Ce qui est connu dans le bassin méditerranéen, notamment francophone, comme l'idée de Bernard Kouchner. En réalité, il y a des juristes, des Français, qui ont préparé le travail. Mais, première chose, jamais les Nations Unies n'ont adopté un texte devenu obligatoire autorisant un État à intervenir. Autrement dit, le droit international aujourd'hui, y compris par suite des différentes résolutions qui existent, qui parlent de catastrophes humanitaires, par exemple, malgré l'existence de résolutions de ce type, votées au niveau de l'Assemblée générale ou parfois au niveau du Conseil de sécurité, il n'existe de droit pour un État de s'ingérer pour des raisons humanitaires. Donc, ce que j'ai affirmé, j'ai dit aujourd'hui, même en cas de violation massive des droits de l'homme, il n'y a pas de droit international qui autorise un État à intervenir. Ça existe, même en se référant à ça. C'est ça que j'avais en tête lorsque je dis il n'y a pas de règle de droit international. Pourquoi? Parce que les résolutions qui ont été adoptées par l'Assemblée générale l'ont été comme des recommandations. Autrement dit, comme des résolutions qui ne sont pas obligatoires. Pour que ça puisse être obligatoire, il faudrait qu'il y ait un traité international qui dit que lorsqu'un État viole massivement les droits de l'homme, par exemple, des crimes de guerre, ou ça peut être le Darfour, ça peut être ailleurs, mais là, le Darfour, il y a eu une résolution au niveau des Nations Unies qui ont autorisé. Il y a même eu un accord du Soudan. Et finalement, le Soudan a même accepté qu'il y ait une partition. Alors on peut discuter du cas du Darfour.
Mais il n'y a jamais eu que des résolutions de l'Assemblée générale qui parlent de l'établissement de couloirs humanitaires, avec la coopération de l'État souverain, comme dit la résolution, de l'État souverain pour autoriser les couloirs humanitaires en vue d'accéder à ces populations et leur prêter secours. Voilà ce que disent les résolutions des Nations Unies. Il n'y a donc pas de règle, ça ne transforme donc pas le droit international pour intervenir en Libye et porter secours aux populations où ont péché le gouvernement Kadhafi de bombarder par des avions, par exemple, les populations. Il a fallu non pas invoquer ce droit d'ingérence. S'il existait, il n'y aurait pas eu besoin d'autre chose. On a une règle qui interdit à un gouvernement de massacrer ses populations. J'interviens, je l'applique. Non, c'est pas cela, parce que ce droit n'existe pas. Il n'existe que dans l'esprit du gouvernement français à l'époque, lorsque on en a parlé. Dans la décennie où Mitterrand était président de la République et où Kouchner était un de ses porte-parole, un de ses secrétaires d'État, M. Gaudin. Pour pouvoir intervenir en Libye, encore une fois, il a fallu que le Conseil de sécurité se réunisse, invoque l'évolution des relations internationales, etc., qu'il est devenu inadmissible qu'un gouvernement massacre sa population. Et comme il a le droit, il s'est réuni sous l'égide du chapitre 7 et a décidé. Et là, la Charte des Nations Unies date de 1945, et ce chapitre 7 date de 1945. Simplement avant, on ne l'appliquait pas dans ce domaine, et cette fois, on l'a appliqué dans ce domaine. Comme on l'a appliqué déjà en Somalie. C'est la situation des populations qui a fait que le Conseil de sécurité a décidé d'intervenir et a autorisé les États-Unis, compte tenu des moyens dont ils disposent, à intervenir à l'époque, au début des années 90, en Somalie. Puis par la suite, c'est le Darfour. Par la suite, à un certain moment, il y a eu création d'institutions internationales, création de tribunaux spéciaux, tribunal pour l'ex-Yougoslavie, tribunal pour le Rwanda, le Conseil de sécurité, dans le cadre du chapitre 7, envisageant ces violations massives des droits de l'homme, et non pas une prétendue droit d'ingérence, a décidé de créer le tribunal pour rendre justice ou d'intervenir, ou d'obliger à des élections sous l'égide des Nations Unies. Voilà. Autrement dit, c'est toujours sous l'égide du chapitre 7 que le Conseil de sécurité, qui a alors droit, j'ai expliqué cela, intervient. Et non pas parce qu'il est autorisé par suite d'un droit d'ingérence. Il n'y a donc pas de droit obligatoire, de droit rendant obligatoire ou autorisant un État à intervenir si le Conseil de sécurité ne l'autorise pas dans le cadre du chapitre 7. C'est pourquoi ce n'est pas le droit d'ingérence qu'ont invoqué les États pour intervenir en Libye, mais le droit que leur confère la résolution du Conseil de sécurité et dans la limite qu'elle définit. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Voilà donc le point. Nous sommes donc bien toujours aujourd'hui dans la communauté internationale dans cette règle selon laquelle personne ne peut n'est autorisé à intervenir, malheureusement, même s'il y a une violation massive. Pour quelque chose qui confirme encore cela, nous avons plusieurs pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Jamais aucun d'eux, ceux que j'ai invoqués et d'autres, n'autorise un État à intervenir par la force si ces droits sont violés. On a le pacte international sur les droits civils et politiques qui est violé chaque jour par de nombreux États. Le pacte international sur les droits économiques et sociaux également qui est violé. Aucune disposition de ces pactes n'autorise une intervention militaire. Mais, comme j'ai bien dit, chacun a le droit de dire j'ai conclu un accord international avec vous, vous ne le respectez pas, je proteste, je diminue ma coopération avec vous parce que ça ne va pas. J'ai expliqué ça. Voilà l'état en ce qui concerne ces problèmes.
Maintenant, là, la question de la question de la compétence universelle. La compétence universelle, c'est, à la suite particulièrement de la Convention de 1984 sur la question de la torture, le mauvais traitement inhumain dégradant, une clause indique que lorsque quelqu'un a torturé d'une manière systématique, etc., c'est une atteinte en quelque sorte à l'ordre public international. C'est une atteinte à l'être humain en soi. Donc il y a une idée d'universalité des droits de l'homme. Eh bien, la compétence devient universelle aussi. Autrement dit, on peut vous chercher n'importe où. Vous passez sur le territoire de mon État, je peux vous prendre, il y a des éléments probants qui indiquent que vous avez pratiqué ces crimes-là, eh bien, ma juridiction devient compétente. Autrement dit, la compétence devient elle aussi universelle, on peut vous prendre, et la justice dans ces pays-là est au service de cette institution, compétence universelle, et l'État lui-même, y compris sa police, doit agir dans le même sens. Autrement dit, vous allez voir le juge, vous introduisez une action, et s'il y a des éléments probants, le pouvoir de l'État concerné, ses institutions, et donc la police, va arrêter la personne considérée. Puis, s'il y a un jugement qui condamne, il condamne, et donc il va faire la prison. Donc, il est sanctionné. C'est la compétence universelle. Là où elle a été le plus emblématique, c'est quand il y a eu l'affaire Pinochet. En Angleterre, à la suite d'une action, d'une initiative d'un juge espagnol, Garçon, je crois, les autorités britanniques arrêtent Pinochet et le juge. Bon, par la suite, les avocats ont trouvé des moyens dilatoires ou pas, mais ils ont trouvé des moyens de faire échapper le client à cela. On ne va pas dire parce qu'on l'a arrêté, ça y est, tout est fait. Mais en tout cas, du coup, ça a ouvert un peu partout. Dans les pays où la justice peut agir sans que le pouvoir politique intervienne, la stoppe pour des raisons diplomatiques, la compétence universelle a connu une heure de gloire. Puis par la suite, parce qu'il y a toujours des complications possibles, notamment d'ordre diplomatique, ça peut envenimer les relations entre les États. Ça a été une personnalité importante dans tel ou tel pays. L'État de ce ressortissant va évidemment intervenir si ce ressortissant est puissant et va chercher à le faire échapper à ça. Peu à peu, des États ont pris des mesures qui restreignent l'exercice de la compétence universelle. Il y a plusieurs moyens. Par exemple, d'abord les États, ça a été fait même pour des responsables algériens, les États avertissent. Au lieu de concourir à l'exercice de la compétence universelle par suite de l'initiative d'un procureur saisi par des individus exerçant leurs droits au vu de la compétence, au lieu de faire ça, ils avertissent l'État du ressortissant qui intervient pour exfiltrer la personne dont il s'agit. Ça s'est fait pour des Algériens, pour des Tunisiens et d'autres encore. Donc, l'État, pour ne pas avoir des complications diplomatiques, préfère limiter l'étendue de l'exercice de la compétence universelle. Puis, ils vont renforcer et être plus exigeants sur le système de preuve. Vous m'apportez, moi, procureur, des preuves comme quoi telle personnalité qui est actuellement sur mon territoire a torturé, ne sont pas très suffisantes, ne sont pas convaincantes. Donnez plus, ramenez des témoins. Le temps que vous rameniez cela, l'intéressé est déjà loin.
Et donc, la compétence universelle se fait beaucoup moins. On peut imaginer, autrement dit, pour résumer, différentes procédures qui rendent difficile l'exercice de la compétence universelle. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. Elle existe, mais les États ont essayé de trouver des moyens qui limitent son exercice. L'un des exemples les plus connus, c'est en Belgique, où elle était très ouverte. Et puis, il y a eu un cas où on a voulu, pour des exactions exercées par l'ancien chef du gouvernement, j'ai oublié son nom, qui est malade toujours dans le coma israélien, Sharon, qui a été attaqué par des Belges en Belgique et dont il voulait poursuivre le jugement par le biais de la compétence universelle pour crimes contre l'humanité, torture, etc. Le gouvernement belge a peu à peu pris des mesures pour... D'ailleurs, d'autres ont essayé aussi de dire Yasser Arafat a également accompli des crimes contre l'humanité en permettant l'assassinat de tel ou tel par une d'explosion de bombes qu'il a favorisé dans le cadre d'attentats, soit en Israël, soit à l'étranger, à une certaine période. Et du coup, les États ont été en quelque sorte effrayés par cet exercice un peu débridé. À part l'Espagne qui reste tout à fait ouverte, qui a reculé par rapport à ces reculs d'autres États. L'Espagne reste un pays où... Oui, c'est vrai, et même l'Espagne, ils ont limité, ils ont poursuivi le juge Garçon pour, notamment lorsqu'il a essayé d'agir pour crimes contre l'humanité en ce qui concerne des éléments franquistes. Autrement dit, c'est même plus une compétence universelle, mais c'est pour bien le coincer à partir des problèmes de compétences universelles. C'est vrai qu'en Espagne, ça reste encore l'un des pays où, parce qu'il y a une solidarité des juges aussi, dans cette perspective-là, ça existe. En Belgique aussi, mais avec ces difficultés que je viens de relater, ça existe aussi. En France, en Suisse, mais les autorités ont souvent facilité l'éloignement. Et donc après, ça rend la justice, c'est cassé. Si l'intéressé n'est plus là, on ne peut rien faire. Voilà. Question? Oui. Professeur Belchir, vous avez parlé du cas libyen. Et le cas libyen illustre parfaitement un certain nombre de réalités, qu'un certain nombre de paradoxes également sur le plan du droit international. J'ai deux questions en fait, une relative à la Libye et une relative à la question des minorités culturelles dans le droit international. On a bien remarqué que dès le départ, que dès les débuts du conflit libyen, Al-Kadhafi avait appelé publiquement à une enquête onusienne, à une enquête internationale, régionale ou une enquête venant de l'organisation des États islamiques ou de la Ligue arabe ou autre. La résolution votée, la CEL 1973, a été votée, adoptée, en fait sans enquête. Oui, la première. Elle a été adoptée en fait sans aucune enquête. Et les pays qui se sont engagés, essentiellement la France au départ, qui a été le moteur principal de cette dynamique face au régime libyen, en fait se sont référés tous, et l'ont dit d'ailleurs publiquement, seulement uniquement à des images télévisuelles qui souvent montraient les rebelles et ne montraient pas les forces pro-Kadhafi. Est-ce que les Nations Unies et le Conseil de sécurité peuvent-ils intervenir dans un conflit intra-étatique
conformément à cette résolution, sans enquête préalable, sans un travail de terrain, ou bien sont-ils obligés, ne sont-ils pas obligés par cette même, par la charte, donc, de n'intervenir que dans le cas des violences, des guerres, des conflits interétatiques et non intra-étatiques. Ça, c'est la première question relative à la Libye. La deuxième question relative à la question des minorités culturelles. Donc l'analyse que vous avez apportée tout à l'heure est semblable presque aux droits économiques et sociaux. Il n'y a pas, de mon point de vue, je ne sais pas, peut-être je me trompe, un pays qui n'a pas de minorité. Il y a même des États, des empires même aujourd'hui, qui ne sont constitués que de minorités. Est-ce que cette nouvelle démarche d'un type nouveau d'interventionnisme à travers l'idée... Il n'y a pas eu d'intervention. Ça se prépare, on le voit très bien. Est-ce que dans le cas particulier des minorités, ça ne renvoie pas, et là c'est une question de droit international comme une question qui renvoie à la géopolitique, qui ne renvoie pas à une sorte de fragmentation et une forme de remise en cause des frontières même et de la nature même des États post-coloniaux par ces mêmes anciens empires coloniaux. Ils sont arrivés maintenant, après donc les années 60, à revoir de fond en comble les mêmes acquis de cette institution internationale qui s'appelle l'ONU, qui a d'une façon ou d'une autre aidé beaucoup de peuples à s'autodéterminer, à acquérir leur indépendance. Et est-ce que vous pouvez schématiser un petit peu? Par exemple, le cas de l'Algérie aujourd'hui, le cas de la Syrie, tous ces pays-là connaissent des minorités. Il y a un problème posé en termes de minorités, ou du moins sur le discours, sur le plan du discours, grosso modo. Voilà, des minorités, peut-être des majorités qui sont devenues minorités, je ne sais rien. Est-ce que cette question-là n'est pas posée avec acuité et ne risque pas d'être réellement dangereuse demain pour la remise en cause définitive de ces anciens États nés de la décolonisation? Remise en cause totale. Alors, en fait, les deux questions sont un peu liées, puisque vous considérez que dans le premier cas, il y a une intervention, et effectivement, il y a une intervention, la résolution, non pas la première, mais la deuxième, autorise une intervention. La première dessine déjà des éléments qu'on peut, qui sont une manière de rappeler au gouvernement libyen qu'il faut se comporter de telle manière. Donc ça peut être un aspect. Donc le cas libyen. Et puis, à partir de là, vous avez considéré qu'il y a des problèmes de minorité culturelle dans le monde, tous les États ayant des minorités, et par conséquent, on dessine là pour l'avenir. Il n'y a pas pour l'instant, mais on dessine là pour l'avenir des possibilités d'intervention. Le premier point sur la Libye, est-ce que le Conseil de sécurité avait le droit de faire comme il a fait? Il n'a pas, notamment vous basez sur le fait qu'il n'y a pas d'enquête. Je crois que c'est l'article 39, mais peu importe. Il y a un article très précis dans la Charte des Nations Unies qui indique que le Conseil de sécurité doit constater, avant d'indiquer les mesures qu'il doit prendre, dans le cadre de ce fameux chapitre 7 dont je vous parlais, qui autorise des mesures de force ou des mesures de restriction diverses, particulièrement de force, des mesures de force, le Conseil de sécurité doit d'abord constater que la situation dont il s'agit porte préjudice ou met en cause la paix et la sécurité internationale. Peu à peu, s'est dessinée l'idée qu'une atteinte massive aux droits de l'homme peut aussi être une atteinte, j'ai expliqué un peu tout à l'heure pourquoi, peut aussi être une atteinte à la paix et à la sécurité internationale, parce que ça peut aller